Bonjour à tous. Aujourd'hui donc 14 décembre 2021, pour prendre un peu note et date de ce qu'on fait. Le thème du jour, prévention des maladies néonatales. Je préciserai surtout chez les ruminants, parce qu'on a écarté de ce sujet-là les porcs, les volailles et même les abeilles. Donc on commence tout de suite en disant la naissance, c'est quand même pas un moment totalement anodin, et il y a plein d'événements qui se produisent à ce moment-là que je vais essayer de vous montrer. Ce passage de la vie intra-utérine à l'air libre s'accompagne d'un certain nombre de bouleversements. Le premier, c'est la température. À l'intérieur de l'utérus, chez les mammifères, la température est constante, 37,5, et l'arrivée du jeune dans le milieu extérieur se fait à une température variable, des fois moins 10 degrés, d'autres fois 35 degrés, et c'est totalement imprévisible. Il y a une adaptation forte à faire, que le jeune a des fois des difficultés à réaliser parce que sa thermorégulation n'est pas encore complètement maîtrisée. Autre point, la circulation sanguine pendant la vie intra-utérine est un peu de type pépère, quoi. Le sang circule sans effort, le cœur n'a pas à battre réellement, il le fait bien, mais d'une manière très régulière, et on le mime en disant le bruit qu'on perçoit à ce moment-là, c'est toum, 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 toum. Et dès qu'il y a naissance de l'animal et prise d'autonomie, le cœur doit se mettre à assurer la circulation sanguine en alternant les contractions oreillettes et ventricules, et ça se traduit par le bruit tumta, tumta, tumta. Vous voyez, il y a un effort qui se fait et il faut que l'adaptation se fasse très rapidement au moment de la naissance. Au niveau des poumons, on a un phénomène que vous connaissez tous, c'est que pendant la vie intra-utérine, le poumon est complètement envahi par un liquide qui s'appelle le surfactant, qui est un liquide visqueux, épais, que quelquefois le jeune va, pendant l'accouchement, rejeter. On a ce liquide qui sort par les naseaux, qui sort par des fois même la bouche, et on dit « Ah, le veau, par exemple, a bu la tasse avant de sortir ». Non, 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 pas du tout. Il n'a rien bu du tout. C'est simplement que ses poumons n'étaient pas prêts parce qu'ils auraient dû se vidanger dans les 48 heures qui précèdent l'accouchement pour pouvoir ensuite se déplier et assurer les échanges gazeux après la naissance. Donc, un animal qui naît avec les poumons très encombrés, avec ce bruit typique de la respiration humide, c'est un animal à surveiller parce qu'il n'avait pas atteint sa maturité intra-utérine. Donc soyez prudents par rapport à ça. On pourrait par exemple lui administrer un jour après la naissance le produit qui s'appelle dans notre gamme DFiO2, qui est constitué d'huiles essentielles qui ont pour but de vidanger le poumon. Mais quelquefois, le phénomène s'assure tout seul et donc on n'a pas à intervenir. Mais il faut surveiller. Troisième point, au niveau de l'alimentation, là c'est un bouleversement total. Pendant la vie intra-utérine, le jeune est alimenté par le biais du cordon ombilical avec des aliments qui sont digérés par la mère. Il va ensuite, lui, après sa naissance, avoir à assurer un fonctionnement normal de l'intestin et la digestion des aliments. C'est tout un programme sur lequel nous allons revenir à propos du microbiote intestinal. Enfin, dernier point, au niveau du fonctionnement musculaire, pendant la vie intra-utérine, le jeune a peu de mouvements à faire et dès qu'il est né, il doit assurer en particulier le relevé pour assurer la première tétée. Donc, des tas de mouvements et des tas d'efforts musculaires à faire. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai bouleversement et qu'il ne faut pas prendre la naissance comme étant un passage facile d'un monde à un autre. Quels sont les rôles de l'éleveur au moment de l'acte de naissance? Bien, avant et pendant la naissance, je pense que l'éleveur doit essayer de cerner au plus près le moment de la mise bas. Bien sûr qu'il y aura plein de moments où il sera surpris, mais je rappelle des choses très élémentaires, comme par exemple le relâchement du ligament sacro-sciatique. Vous savez, ce ligament qui est de chaque côté de la queue, qui indique que l'animal est en train de préparer son bassin. Deux, le thermomètre, pour ceux qui ont vraiment besoin de savoir, la chute de température de 24 degrés de 1 degré 24 heures avant la mise bas. Tous les appareils qui sont des alertes de mise bas, en particulier les dispositifs à placer sur la queue des animaux, sont intéressants. La caméra est également... bonjour Florent. La caméra est également un point important pour pouvoir justifier cette surveillance-là. Et je pense que
La présence de l'éleveur est indispensable chez les bovins allaitants, où on a une prise de risque beaucoup plus importante que chez les bovins laitiers, et en tout cas chez les petits ruminants, où on a quelquefois de très gros lots dont on doit assurer les mises bas. Autre chose à assurer, la réanimation du veau. La réanimation qui doit se faire immédiatement après la mise bas, puisqu'on doit avoir la mise en route des mouvements respiratoires. Alors, soit en favorisant la circulation cérébrale, en mettant l'animal la tête en bas, tout simplement, soit en allant titiller le fond des cavités nasales avec de la paille, un doigt propre toujours, bien sûr, pour pouvoir stimuler le centre de la respiration. Et je vous indique, avec un petit point rouge qui apparaît sur le bout du nez là, du veau, c'est le centre qui est un point d'acupuncture de stimulation de la respiration qu'on peut tonifier soit en le pinçant, soit en le piquant, soit tout simplement en mettant quelques gouttes du produit qui s'appelle défi tonique, qui va permettre de le stimuler, comme on peut également le stimuler en faisant du défi tonique sur la ligne du dos. Autre point d'acupuncture, c'est le passage d'une circulation d'énergie qui s'appelle le vaisseau gouverneur. Vous voyez, en 2 mots, je vous ai appris le point sur le nez, la ligne du dos. En gros, comme Monsieur Jourdain, vous allez faire de l'acupuncture sans savoir vous faites de l'acupuncture. Les soins au nombril, très importants, et également dans un premier temps, dans le temps qui suit la naissance de l'animal, ces soins-là sont d'abord enlever tout le surplus de matière organique qui se trouve sur le cordon ombilical du veau, c'est ce que j'appelle l'essorage, et la mise en place d'une solution qui est une solution qui va tanner les tissus du cordon ombilical et permettre un séchage très rapide. Je reviendrai sur le défitane pour montrer sa différence avec les produits qui sont classiquement utilisés à cette fin-là. Alors, pour aborder la santé du veau, en suivant toujours nos points de repère que j'avais indiqués la première journée, c'est-à-dire la méthode PEPS, on va s'intéresser à tout ce qui concerne l'homéostasie, et en particulier sur 3 points fondamentaux: la température de confort, l'alimentation, le bien-être. On va également s'intéresser à l'immunité fondamentale. Vous êtes la plupart du temps sensibilisés sur l'immunité passive, c'est-à-dire l'apport des anticorps par le colostrum, et qui ont une protection qui varie de 2 à 4 semaines. Et moi, j'insisterai beaucoup sur l'immunité innée, c'est-à-dire l'immunité naturelle, qui se met en place dès le 3e jour et qui va durer toute la vie de l'animal. Donc, on va voir la place que doit avoir cette immunité naturelle. Et le 3e pilier de la méthode PEPS, la symbiose, le rôle des micro-organismes environnementaux et de ceux que vous allez pouvoir introduire pour mettre en place le microbiote et le rôle du microbiote dans la santé de l'animal. Alors, on commence tout de suite par l'immunité. Donc, on a dit, l'immunité, ce sont des anticorps qui sont apportés par le colostrum et des anticorps qui sont fabriqués par la mère, soit d'une manière naturelle, soit à la suite de vaccination. Leur durée d'efficacité de 2 à 4 semaines. Vous connaissez toutes les règles puisqu'elles sont classiques. Tout le monde aborde ces règles-là et les diffuse largement sur la façon de distribuer le colostrum. Je vais moi plus insister sur ce qui n'est jamais réellement abordé, c'est-à-dire l'immunité innée qui, de mon point de vue, et là je vous le montre dans la diapositive suivante, de mon point de vue représente 80% des moyens de défense de l'animal. Cette immunité innée, dès le 3e jour de vie, est pleinement active et elle va durer toute la durée de vie de l'animal. Elle est essentiellement représentée dans cette phase-là par 2 choses: la qualité de la barrière intestinale et puis les cellules de défense. Et ces cellules de défense, on va le voir, je vais vous l'expliquer brièvement, dépendent des oligoéléments qui sont apportés à l'animal jeune. Elle est complétée, cette immunité innée, par l'immunité dite adaptative, c'est-à-dire les anticorps. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des anticorps et du rôle des vaccins. Sachez que dans les anticorps qui sont produits, seulement 10% sont neutralisants, c'est-à-dire capables de tuer les pathogènes, et que pour tous les autres, ils viennent en appui, comme je l'ai indiqué ici, par la voie TH1, en appui aux cellules de défense. Donc, ce qui est à retenir de ce petit schéma, c'est que les vaccins ont un intérêt. Ils vont faciliter le travail des cellules de défense, mais ils sont là que pour une aide
Et ces cellules de défense restent quand même l'élément fondamental. Si elles sont incompétentes, le vaccin permettra de fabriquer des anticorps, mais ces anticorps n'auront pas leur pleine efficacité dans ce mécanisme de défense. À l'inverse, un excès de vaccination va déterminer la mise en place d'un autre mécanisme de relation entre anticorps et cellules de défense, qui est le mécanisme qu'on appelle TH2 sur mon schéma, et qui est un mécanisme de dépression. On va déprimer la partie essentielle des mécanismes de défense, à savoir le travail des cellules de défense. Alors, pour faire court, voilà un schéma qui résume un peu le travail des cellules de défense. Dans la partie droite du schéma, vous voyez une cellule de défense en haut à gauche qui s'approche du pathogène, figuré par un petit rectangle noir, qui va ensuite, un 10 millième de seconde plus tard, dans l'image suivante, lui déverser des produits que j'ai symbolisés par des éclairs, qui sont des produits très agressifs et très oxydants, comme du peroxyde d'hydrogène. Et au bout du compte, quelques 10 millièmes de seconde plus tard, on aboutira soit à un scénario catastrophe en bas à gauche du schéma, où le globule blanc sera mort et va libérer des produits toxiques qui vont provoquer des lésions dans le tissu pulmonaire, dans le tissu intestinal, là où a lieu le foyer infectieux, ou bien va continuer à faire son travail de défense d'une manière tout à fait efficace, à condition qu'il ait été au préalable muni des systèmes enzymatiques qui le défendent et qui dépendent de sélénium, zinc, cuivre et manganèse. Donc, la chose à retenir, c'est que sélénium, zinc, cuivre, manganèse, c'est le complexe d'oligoéléments qui permet de garantir l'essentiel des moyens de défense. Et ça, ce mécanisme-là, on le retrouve dans tout le vivant, qu'il soit animal ou végétal, tout simplement parce qu'il s'inspire de l'utilisation de l'oxygène pour détruire les pathogènes. Et comme notre atmosphère terrestre est riche de 20% d'oxygène, on va retrouver ces mêmes 4 oligoéléments partout d'une manière généralisée dans le vivant. Donc je retiens bien, il me faut pour le jeune, pour que son système immunitaire soit efficace, très rapidement des apports dans ces 4 oligoéléments. Ce que je vais également vous montrer avant de vous dire avec quoi on va le faire, c'est cette approche sur l'immunité qui, d'un point de vue conventionnel, repose aujourd'hui essentiellement sur ce que l'on dit du colostrum. Et je lui ai mis 99% de l'immunité. C'est un point de vue très conventionnel et aujourd'hui très généralisé. D'un point de vue alternatif, on dit oui, le colostrum, c'est bien, ce sont des anticorps, c'est efficace, ça nous aide bien sûr, mais attendez, ne sous-estimez pas ce qui se fait naturellement à votre insu, sur lequel aujourd'hui on a encore peu travaillé, qui est le rôle de la flore intestinale. Et j'essaierai tout à l'heure, dans la présentation du troisième pilier, de vous montrer le rôle de la symbiose et de la flore intestinale. Et ce schéma-là, où la flore va constituer à peu près 60% des moyens de défense du jeune dans la première semaine de vie, va évoluer vers un équilibre qui ne sera plus le même au bout de 4 semaines. La flore sera toujours présente. Les anticorps maternels du colostrum auront presque disparu, 5% au niveau du bilan total d'efficacité. Vont commencer à apparaître les anticorps autoproduits, ce qu'on appelle l'immunité active. Et puis, on aura le rôle énorme des barrières de défense et des cellules de défense. 50 et 30%, 80% au total pour, à cet âge-là, défendre l'animal et le protéger. Comment arriver à stimuler ces cellules de défense? Tout simplement, on vous a rassemblé tous les éléments nécessaires dans une spécialité qui s'appelle Défimix multi-espèces, qui est un liquide qui contient des vitamines A et E, des oméga 3, des alkylglycérols, tout élément qui donne de la qualité mécanique aux barrières intestinales et pulmonaires, auxquelles on a ajouté des bêta-glucanes, c'est-à-dire des extraits de parois de levure, qui sont des éléments qui vont permettre de mobiliser les cellules de défense. Plus on aura de cellules de défense, et mieux ce sera. Et des oligoéléments, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, fer, etc., qui sont des éléments qui donnent de la qualité aux cellules de défense. Voilà, groupé, en gros, c'est le tout en un dans ce produit qui s'appelle Défimix, que je trouve, moi, quasi miraculeux, avec lequel on va pouvoir constater une très belle croissance, et où même les éleveurs nous montrent quelquefois qu'en allant beaucoup plus loin que ce que j'indique, on peut avoir
comment dirais-je, une efficacité bien plus importante encore. Top. Par exemple, certains éleveurs ont utilisé des Fimix jusqu'à 200 millilitres, alors qu'on préconise plutôt entre 30 et 50 chez le veau, dans des cas désespérés, c'est-à-dire des animaux avec des atteintes profondes de l'arbre pulmonaire, en particulier du parenchyme pulmonaire, et qui ont pu constater, en synergie avec les antibiotiques, une très forte amélioration, alors que jusqu'à maintenant, les choses s'étaient mal engagées. Vous voyez, donc on peut aller très loin. Le produit est très bien toléré, facile à administrer. Petite remarque quand même, chez les agneaux, il faut être prudent parce qu'il est un peu irritant et on conseille de le diluer à moitié avec du lait et de l'administrer au bout du deuxième jour, c'est-à-dire au moment de la sortie des cases d'attelage. Et là, à ce moment-là, on ne constate aucun effet de maltolérance. Alors, pour en revenir, on a vu l'immunité et j'ai beaucoup insisté sur Défimix. On va voir maintenant le pilier qui consiste à travailler sur la symbiose. Et la symbiose, c'est tout simplement la relation de l'individu jeune, dont je rappelle que lorsqu'il naît, il est stérile, avec son environnement qui est toujours un environnement microbien. Il n'y a pas d'endroit stérile, sauf des dispositifs particuliers. Et cette symbiose-là, il faut la rechercher et l'éleveur doit évaluer quel est l'impact de l'environnement sur la mise en place du microbiote. Je rappelle que sur un mode général, nous sommes entourés de constructions qu'on appelle des biofilms, qui sont toujours caractérisées par une phase d'attachement, suivie d'une phase de multiplication et de construction de la matrice, et puis suivie d'une phase d'exfoliation des germes qu'il construit. Et ces biofilms, qui sont très caractéristiques des canalisations, de toutes les surfaces qui sont dans l'élevage, c'est exactement sur le même principe que se construit le microbiote. Vous voyez, une phase d'attachement, une phase de multiplication et une phase de détachement. Je dirais, pour simplement vous mettre les choses dans un cadre que vous compreniez bien, la phase d'attachement, elle est de quelques heures, en gros de 5 à 6 heures. La phase de croissance, elle est aussi de 5 ou 6 heures. Et au bout de 24 heures, on peut considérer que le microbiote intestinal est complètement en place et que déjà à peu près 40% du poids des selles qui sont émises vont être constitués par des corps microbiens qui sont, des corps microbiens de la flore intestinale qui sont expulsés. Donc on a un turnover permanent et ce qui est à comprendre, ce sont les deux phases, les deux photos qui sont, pardon, les deux schémas qui sont ici, qui sont fondamentaux. Il y a dans la flore intestinale deux parties. La partie qui est la partie accrochée à la muqueuse intestinale, qu'on appelle la flore résidente profonde, qui se met en place dans les 6 premières heures de vie et qui va avoir tout un tas de fonctions que je vais ensuite énumérer, qui a une durée de vie longue, en gros une vingtaine de jours pour les bactéries qui sont dedans, qui assure un dialogue permanent avec le système immunitaire, en particulier par exemple l'immunité anticoccidienne ou anticrypto, et puis une flore plus superficielle qui fluctue jour après jour en fonction des aliments qui sont apportés, mais qui peut être également fortement alimentée par la flore résidente profonde et qui va être en gros la flore de combat. Tous les jours, elle se renouvelle, elle consomme un peu d'aliments et elle va relarguer des principes très agressifs vis-à-vis des pathogènes qu'on appelle l'acide lactique, le peroxyde d'hydrogène, les bactériocines. Elle a vraiment un rôle très militarisé, si on peut dire. Et dans ce cadre-là, on peut résumer le rôle du microbiote intestinal par d'abord un rôle vis-à-vis des cellules du jeune, du nouveau-né, qui vont consister à permettre le plein développement des cellules de l'intestin. En particulier, on voit que à la naissance, l'intestin est très imparfait. Les cellules sont disjointes et permettent le passage des anticorps du colostrum. Elles n'ont pas le développement nécessaire pour permettre l'assimilation des aliments, mais ce développement final, ces replis des cellules intestinales vont se dessiner au fur et à mesure que va se mettre en place le microbiote intestinal. Ce même microbiote va permettre des sécrétions de mucus par les cellules intestinales et va permettre aussi des sécrétions de vitamines et d'acides aminés qui vont nourrir les cellules intestinales.
Deuxième point, action vis-à-vis des pathogènes, action qui est fondamentale et qui va permettre d'éviter l'adhésion à la muqueuse intestinale. C'est cette fameuse flore intestinale profonde qui va prendre la place de pathogènes tels que les colibacilles, qui, si on les laisse faire, et comme ils sont largement présents dans le milieu dans lequel l'animal vient de naître, vont essayer de s'accrocher à la muqueuse intestinale. Il faut arriver avant eux et puis faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'accrocher. Il y aura une compétition vis-à-vis des aliments, c'est ce que vont faire les germes que l'on va implanter, une compétition par rapport aux produits toxiques que nos bactéries lactiques vont sécréter, et de même que les bactériocines qu'elles vont également émettre. Et puis, point important, j'ai marqué augmentation des sécrétions d'immunoglobulines A sécrétoires. C'est un peu savant, mais c'est pour vous dire, si on a une bonne flore intestinale, on aura une bonne immunité anti-crypto, anti-coccilie. C'est vraiment fondamental. Et le dernier point qui me plaît beaucoup, c'est que si on a une bonne flore intestinale, on aura une bonne sécrétion de sérotonine par l'intestin. La sérotonine, c'est l'hormone du plaisir, du bien-être. Donc, je souhaite à tous les animaux une bonne flore intestinale et un bon état enfin, un bon état de santé. La différence qu'il peut exister entre les probiotiques, qui sont largement aujourd'hui mis en pratique, et Défiflore. Les probiotiques sont des cultures de germes à l'unité, qui sont des germes le plus souvent déshydratés, remélangés, et qui sont étudiés germe par germe. On connaît aussi très bien les propriétés de, par exemple, Lactobacillus plantarum, Rhamnosus, ainsi de suite. Mais on a aujourd'hui des collections de germes. Et à l'inverse de cette démarche qu'on pourrait qualifier en gros d'uniciste, nous avons fait une démarche pluriciste, c'est-à-dire que nous avons opté pour la culture simultanée de toutes les bactéries lactiques et des levures associées. Aujourd'hui, les produits qui s'appellent Défiflore contiennent en moyenne de 15 à 20 bactéries et levures différentes qui ont été cultivées simultanément dans le même milieu qui est choisi pour être adapté au milieu intestinal auquel on va le destiner. Par exemple, sur lactose si on est sur des animaux en phase lactée, sur amidon si on est sur des animaux qui vont manger des céréales. Tout ça pour que, restant en permanence en phase liquide, avec un équilibre au niveau de la culture, la mise en place de nos complexes microbiens se fasse sans incident et le plus rapidement possible. Donc ça, à retenir, ce sont des choix fondamentaux que nous avons faits de façon à éviter les écueils qu'on constate le plus souvent. Alors, je vais peut-être effleurer quand même, mais présenter quand même quelques-unes de ces solutions, parce que nous avons choisi des mélanges qui soient adaptés à chaque type d'élevage. Le premier qui s'appelle Défiflore, jeune ruminant concentré, est la solution qui initialement était destinée principalement à l'élevage des génisses laitières. C'est une solution parce qu'on peut la diluer, la mettre tous les jours dans le lait des animaux, permet une garantie à 100% d'absence de pathologie. J'insiste beaucoup sur l'idée de dire que tous les jours Défiflore associé à Défimix, je ne vois pas comment on pourrait avoir une pathologie qui puisse glisser là-dedans. Le deuxième point, c'est on peut la détourner un peu de sa fonction initiale et s'en servir pour ensemencer le milieu dans lequel se trouvent les jeunes ou pour ensemencer le milieu dans lequel on va préparer la mise bas. Donc, très polyvalente. Elle peut parfaitement s'adapter aussi à l'élevage de la chevrette, donc en race laitière aussi. Tout dépend de la façon dont le lait est distribué. Deuxièmement, on a ciblé spécifiquement l'élevage des ovins à viande, pardon, avec une présentation en pulvée, qui est une présentation qui est commode pour l'éleveur parce qu'il peut l'avoir sur lui. Il peut à tout moment, sans retard dans la distribution, pulvériser la solution dans la bouche du nouveau-né. Et parce qu'il faut gagner du temps, il faut être là le plus vite possible pour être le plus efficace possible. Cette solution-là, on peut aussi l'adapter, si on le souhaite, au veau, parce qu'il suffira de multiplier les pressions sur la gâchette pour pulvériser. Et donc, on peut de cette façon-là, avec 8 pulvérisations, faire une implantation chez le veau. Mais initialement, elle était surtout prévue chez les jeunes ruminants et elle permet d'avoir en permanence une solution prête à l'emploi et non contaminée par le milieu environnant. La troisième présentation, dite unique à dose, était initialement prévue pour les bovins allaitants.
Elle permet dans un petit tube avec un liquide d'apporter une dose massive de germes, 5 milliards de germes par ampoule mise en place. Elle se met en place dès la naissance du veau. Quelquefois, on peut le renouveler 24 heures après si c'est nécessaire, mais on voulait par ce geste-là apporter une quantité énorme dont on a estimé qu'elle pouvait être capable de coloniser tout le tube digestif du veau en moins de 24 heures. Donc, vous voyez, un apport massif. Et les éleveurs qui aujourd'hui pratiquent cette méthode-là ont des résultats que je trouve, moi, excellents, quelquefois qui peuvent être contrés par d'autres problèmes qui se glissent, auxquels malheureusement on ne peut rien, type BVD ou même quelquefois Ehrlichiose. Mais ils ont parfaitement compris que lorsqu'une pathologie se déclare dans la première semaine, 9 fois sur 10, il s'agit du colibacille qui cherche à s'imposer par le nombre. Et dès qu'ils voient les premiers symptômes, ils vont même jusqu'à faire du curatif en intervention précoce avec 1 ou 2 doses d'unicadose. Toujours dans l'esprit de j'amène beaucoup de germes momentanément et je veux m'imposer en nombre par rapport aux pathogènes. Vous voyez, c'est des choses très simples, mais qui nous ont demandé pour nous, par exemple, une étude très précise de la nature des germes à apporter, mais surtout de la relation mathématique à l'environnement. Et on a fait des calculs euh, très poussés pour savoir quelles étaient les doses à administrer. Ça n'est pas du qualitatif, c'est vraiment du quantitatif. Et donc, quand on reprend la même règle pour faire du curatif, on voit bien qu'on peut sortir des préconisations qu'on donne, nous, régulièrement, qui sont des préconisations de prévention. Enfin, dernier point, dans certains types d'élevage, la manipulation ou la distribution d'une flore au quotidien est un peu compliquée, d'où l'idée d'une forme poudre que l'on a proposée en libre service, qui peut être utile chez le veau, chez les petits ruminants, et qui va être construite à partir toujours de nos bactéries lactiques et des levures associées, mais auxquelles on va ajouter des substances qui ont un effet prébiotique, comme le caroube, comme les algues, et auxquelles on a ajouté également des oligoéléments pour renforcer l'immunité. Donc, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, vous les voyez ici. Donc, au total, si je résume, on a différentes formes adaptées à différents types d'élevage. Alors, vous avez ici la reprise du schéma que j'ai donné tout à l'heure. De J1 à J10, dans les 2 outils que je viens de décrire, Défiflore et Défimix, quel est celui qui va être le plus important et le plus urgent? Eh bien, dans les 10 premiers jours, c'est forcément Défiflore, qui lui va assurer peut-être 70% du jeu entre les 2 produits, mais au bout de quelques temps, va se mettre en place l'immunité liée aux cellules de défense, et ce sera Défimix qui va prendre le relais, alors que Défiflore va être moins en première ligne. Vous voyez, il faut bien comprendre ça, la paire est indispensable et le poids de chacun évolue dans le temps, en fonction de l'âge de l'animal. On a associé Défi Transit, qui est un complexe d'huile essentielle, à nos moyens préventifs. Défi Transit, pour vous le simplifier, vous retenez simplement gestion des diarrhées. En réalité, il s'agit d'un produit extrêmement complexe dans lequel nous avons associé des produits qui ont une action anti-inflammatoire sur la muqueuse digestive, donc pour calmer cette inflammation liée à l'agression des pathogènes, des éléments de stimulation de l'immunité. Aucun des éléments n'est capable de tuer les pathogènes. Nous ne sommes pas des médicaments curatifs, mais des éléments de rééquilibrage. Et enfin, on a associé des huiles essentielles qui sont des soutiens des fonctions hépatiques et pancréatiques, parce qu'on se rend compte que dans les phénomènes de diarrhée, il y a un très grand bouleversement fonctionnel au niveau du tube digestif et qu'il faut au plus vite remettre de l'ordre si on veut que les animaux récupèrent au plus vite. Il existe en 2 versions, une version bovin et une version petit ruminant. Déficox, qui est aujourd'hui en phase d'essai et qui montre des résultats un peu inespérés, qui est aussi la même idée que ce qui est fondamental dans la gestion de la coccidiose, c'est tout simplement de développer une immunité anticoccidienne. D'où l'idée de cette présentation en libre service que l'on propose pour les animaux entre 30 et 40 jours. Défi tonique complexe d'huile essentielle que j'ai dit, on peut mettre soit sur le bout du nez, soit sur la ligne du dos, à amener en permanence dans les cas d'effondrement de l'état général. Donc, je pense que c'est un peu, si vous voulez, l'outil passe-partout qui va permettre non pas de guérir, mais d'améliorer et d'aller en synergie avec d'autres moyens curatifs.
Defitane, dont je voudrais simplement rappeler que nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer une solution qui aille vraiment détruire les composés protéiques qui se trouvent dans le cordon ombilical et qui sont tout simplement des nutriments pour les pathogènes. On a associé bien sûr avec des produits à effet bactéricide qui sont sommairement nommés sur l'étiquette par composés olfactifs, puis de l'alcool éthylique pour assécher rapidement le cordon et du blé de méthylène pour visualiser, pour savoir si on l'a bien fait ou pas. Je résume. Les objectifs de votre intervention sont développer un microbiote qui soit stable et efficace. Et pour ça, vous avez à votre disposition 4 présentations de Défiflore. 2, développer une immunité qui soit précoce et polyvalente, ce qui est toute la caractéristique de l'immunité innée, c'est Défimix, avec des rythmes d'administration particuliers selon le type d'élevage, et puis des moyens pour anticiper sur les risques qui peuvent survenir. Je vous ai cité Défitane, Défiderme et Défitonique, et puis Défitransit dans les périodes à risque, crypto ou coccidiose. Voilà, j'ai terminé mon sprint là en 30 minutes. Vont suivre maintenant vos questions et je vous ai préparé pour tous les types d'élevage des schémas d'utilisation des produits que j'ai indiqués. Alors, selon les questions qui seront posées, j'aborderai le problème sur la prévention des maladies chez les bovins allaitants, chez les bovins laitiers, je l'ai fait chez les ovins allaitants et chez les ovins lait, chez les caprins, et j'ai même fait les veaux de lait sous la mer. Donc, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Alors, si vous voulez, pendant que vous réfléchissez ou que vous vous remettiez de tout ce que je vous ai dit, peut-être que je vais vous montrer un peu les schémas. Est-ce que vous voyez les schémas que je suis en train de montrer? Je suis en train de vous montrer, par exemple, l'adaptation de tout ce que je vous ai raconté au schéma pour la gestion des veaux de race laitière en production de lait. L'homéostasie, c'est bien sûr Défitonique qui va permettre une bonne réanimation du jeune et qui va permettre la mise en route des fonctions principales. C'est la température de confort qui est un élément fondamental. Et cette température de confort, on a 2 moyens de la gérer, soit en ayant un local dédié aux jeunes, c'est une nurserie, soit tout simplement en se servant de niche à veau, où là, le veau va assurer par la chaleur radiante la température qui est la température qui se rapproche le plus des 15 degrés, qui est sa température de confort. On va s'intéresser à la qualité du lacto-remplaceur. Évidemment que la solution idéale serait du lait de la mère, mais la plupart du temps, on est sur d'autres formes. Et là, c'est très important de voir quelle est la place prise en particulier par les acides gras qui sont introduits, qui ont une vraie valeur énergétique, mais quelquefois, compte tenu de la place qu'ils ont prise, ont quand même créé des difficultés dans la digestion du veau. Troisième point, l'organisation de la distribution fondamentale. Le veau en race laitière, la plupart du temps, est séparé de sa mère dans le premier jour. Et du coup, on est loin des conditions idéales de tétée, qui consistaient tout simplement à avoir un animal qui s'approche de sa mère se retourne, lui demande ce qu'il veut, elle le lèche, pendant ce temps, la gouttière ésophagienne s'ouvre et le veau va étendre l'encolure pour aller prendre le lait au niveau du pis de la mère. Eh bien, dans l'organisation de la distribution, je crois qu'il faut mettre de côté tout ce qui est distribution au seau, qui est vraiment contre nature, pour adopter une distribution au biberon avec des tétines qui permettent une succion lente et conforme à la physiologie du veau, avec une encolure étendue, c'est-à-dire un biberon suspendu. Il faut également veiller au bon équilibre entre le lait, les concentrés et les fibres. Et la partie fibre est une partie difficile à gérer parce que si on se sert de la paille, il y a mille et une façons de la distribuer et de la mettre à disposition des jeunes. Et enfin, il faut arriver à une vie collective rapidement, au bout de 8 jours, de façon à ce que l'environnement
social du veau soit le plus varié possible, ce qui lui permet d'éviter le stress et les pathologies associées. Vous voyez, donc dans la partie homéostasie, on a de quoi faire. Quand on le pousse jusqu'au bout, par exemple, quand on est dans le cas de la chevrette, on va introduire des jeux chez les chevrettes pour pouvoir justement gérer cette diversité dans l'environnement des animaux. Pour ce qui est de l'immunité, eh bien, je vous ai mis ce qui est à notre disposition, Defitane pour éviter les complications au niveau du cordon ombilical, le colostrum, bien sûr, dont je ne reprends pas tout ce que vous savez déjà sur sa mise en place et sur son contrôle qualité, mais le Defimix, et là, on a la chance en production laitière de pouvoir intervenir quand on veut, comme on veut, facilement. Donc, Defimix, le plan, c'est 30 ml par semaine de J2 jusqu'au sevrage. Défiderme au moment de la mise en place de la boucle ou des boucles auriculaires. Et pour ce qui est de la symbiose, eh bien tout simplement, ce sera la formule Defiflor concentré qui sera diluée, et c'est cette solution diluée qui sera mise en place matin et soir dans le lait. Alors, vous allez me dire, mais ça demande encore un peu de temps. Je vous rassure, c'est très rapide, et ce que je constate, c'est que les gens qui utilisent la formule Defiflor dans le lait matin et soir ne lavent plus les biberons parce qu'ils cherchent à entretenir au maximum cette flore lactique qui se trouve dans les récipients et qui est tout simplement la réplique de Defiflor. Donc, faites bien le bilan, analysez tous vos gestes et vous verrez qu'au bout du compte, vous avez un gain de temps qui est fait quand on fait cette application matin et soir de Defiflor dans le lait. Toujours pas de questions? Non. Bon, alors, je vais vous montrer maintenant le même schéma, mais appliqué en veau de race allestante. Et on voit qu'on va s'adapter là-dessus. Donc, toujours pour l'homéostasie, déphitonique. Alors, déphitonique, incontournable chez les allaitants, parce qu'on a quand même des veaux qui sont une prise de risque importante. Qui veut? Oui, Gilles? Oui, oui. Oui, c'est Jean-Marie. Jean-Marie, oui, je t'écoute. Oui, dans les défis Flore, tu disais qu'on pouvait rapporter 24 heures après. Et nous, on fait le kéfir. Nous, on utilise des kéfirs. On utilise le kéfir à la naissance, tout de suite, même avant le Oui. colostrum. Et est-ce qu'il faut qu'on, à la sortie de case, est-ce qu'il faut qu'on remette encore du kéfir ou pas? Non, ce n'est pas nécessaire, parce C'est pas que nécessaire. je connais bien votre technique, vous avez une implantation qui est suffisante. Par contre, en sortie de case d'agnelage, et là je me permettrai de rappeler à tout le monde que les cases d'agnelage sont indispensables pour bien faire le couple mère-produit, eh bien à la sortie de la case d'agnelage, sans vous imposer une manipulation supplémentaire, il faut donner des Fimix à ce moment-là. Tu vois, on essaye de coller à chacune de vos habitudes, de vos étapes incontournables et de faire en sorte de pouvoir glisser le maximum du schéma général dans votre schéma d'élevage. Madeleine, je vois que tu demandes la parole. Non, 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 j'ai écouté. Ah bon? J'ai écouté, c'est très intéressant, mais ça colle bien un peu à ce qu'on fait aussi, nous, avec le défi Flore dès la naissance. Et, par contre, après, ouais, le défi mix, là, je vais mettre ça au point. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais parce que vous ne saviez pas, et ça paraît un peu évident, défi Flore, on comprend, mais défi mix, c'est tellement important. Et alors, quand on raisonne avec un seul moyen, c'est-à-dire si on raisonne conventionnellement sur seulement les anticorps, qu'est-ce que les gens du conventionnel disent? Ils disent, c'est bien, il y a des anticorps maternels qui protègent le jeune, et ça, je suis d'accord avec eux. Et ils disent, mais leur taux plasmatique va diminuer progressivement, et malheureusement, le système qui permet de produire des anticorps chez le jeune n'est réellement efficace qu'à partir de 6 semaines. Et donc, on a un trou entre la 2e semaine et la 6e semaine, où là, on ne sait pas bien où on en est. Il y a moins d'anticorps maternels, il n'y a pas encore suffisamment d'anticorps du jeune, mais je dis, mais pas de panique. Vous savez qu'à partir du 3e jour, vous avez des défenses naturelles qui sont ultra puissantes, destinées, adaptées à toutes les directions possibles, à toutes les pathologies virales, bactériennes et parasitaires, et qu'il suffit de donner au 2e jour des Fimix pour pouvoir assurer leur plein fonctionnement. Vous voyez, donc, si on oublie une partie du système de défense, évidemment qu'il y a des trous et des angoisses. Mais en réalité, il n'y a aucune angoisse à avoir. Tout fonctionne normalement si on sait mettre à profit tous les acteurs du dispositif.
Alors, je vais peut-être continuer en attendant que d'autres se manifestent. Une question. Oui. Tout est comme Bertrand, j'utilise donc du kéfir à la naissance et j'avais l'habitude de donner après oligo-éléments et huile de foie de morue. Donc le défimix remplacerait cette habitude. Alors, on est allé bien au-delà avec des Fimix, c'est-à-dire que l'on a repris les points positifs des huiles de foie de poisson, en particulier les alkylglycérols qui sont là pour donner de la qualité à la paroi intestinale. On a repris les oligo-éléments, donc tout en un, mais on a surtout rajouté aussi des hydrolysats particuliers, des extraits de parois de levure qui sont des puissants stimulants de l'immunité. Vous voyez, donc on est allé encore plus loin et je trouve que c'est élégant comme ça, on n'a qu'une manipulation à faire et on fait en réalité 3 opérations dans le même geste. D'accord. Et alors, j'ai pu comprendre qu'il fallait rajouter du lait parce que c'était irritant, c'est ça? Alors, uniquement chez l'agneau. L'agneau, on a constaté que l'agneau avait quelquefois une réaction un peu de défense quand on lui donne des Fimix le premier jour, un peu moins quand on donne le deuxième jour, mais quand on prend la précaution de le diluer à 50% dans du lait, on n'a plus aucune réaction de défense. Donc, eh bien, pour les producteurs d'agneaux, on propose justement de rajouter ce petit complément-là, de façon à ne pas avoir d'effet secondaire. Et on va mettre à votre disposition très bientôt un système avec un bidon dorsal de 2,5 litres, avec une seringue de 5 ml, qui permettra justement, dans ce cas précis des élevages d'ovins avec un nombre important d'animaux, d'avoir un dispositif qui soit commode. Parce que c'est vrai que pomper avec une seringue, puis ensuite essayer d'injecter, c'est un peu un bricolage qui peut finir par faire perdre du temps. Donc, on va vous automatiser ce geste-là. On attend simplement qu'on ait maintenant le chiffrage du dispositif et puis vous l'aurez très bientôt à votre disposition. Et alors, vous dites du lait, c'est du lait en poudre qu'il faut utiliser ou du lait qu'il faut prendre comme lait? Oh, là, ça n'a aucune importance. On peut le diluer comme on veut, ce que vous avez de disponible. Si vous êtes en élevage ovin, viande, il est évident que vous n'aurez pas trop de lait à votre disposition. Si vous avez des bovins lait à votre disposition, prenez du lait de bovin lait, mais ce n'est pas nécessaire, quoi. C'est simplement le côté dilution avec des éléments qui soient des éléments euh, un peu adoucissants, comme le sont les lipides du lait, par exemple. D'accord, ok. Parce qu'en bio, le lait en poudre, on n'est pas censé, enfin, on ne doit pas l'utiliser. J'ai pas très bien compris. En bio, le lait en poudre, on ne l'utilise pas, donc du lait reconstitué. Oui. Donc, il faut se Donc, réguler. en bio, on va prendre du lait normal, du lait de vache, quoi. Du lait de vache, oui, c'est tout ce que vous avez à votre disposition. Maintenant, peut-être que c'est une bonne question. Peut-être qu'on peut essayer de voir, nous, et ce sera, je pense, fait dans un deuxième temps, à vous présenter une deuxième présentation de Défimix plus diluée qui puisse s'adapter facilement chez les ovins. Oui, c'est une belle question soulevée. D'accord, merci. Oui, c'est Bertrand là. C'est le même sujet. Il y a le problème de si on peut mélanger du lait avec, c'est le problème de la conservation un petit peu. Faudrait faire. Au fur et à mesure, on peut considérer que Ouais. le mélange réalisé et mis au réfrigérateur aura une conservation, une stabilité de 3 jours à peu près. Oui, mais il faut aller rechercher au réfrigérateur à chaque fois. Non, mais- Écoute Bertrand, peut-être que je vais te proposer un réfrigérateur à mettre dans la stabule. oui. Et qu'est-ce qui fait cet effet-là? Parce que bon, nous, on mélangeait des C'est huiles la de poisson, mayonnaise. on faisait la mayonnaise en fait, hein, Oui, et oui, on a abandonné justement dû à La ce perte problème d'agneau. d'agneau, hein, parce qu'on avait même des pertes d'agneau. Hein. oui, Donc oui, mais euh, sur le fait, c'est des tout fois, simplement. C'est tout simplement parce qu'on a des contraintes qui sont imposées en bio dans la présentation des oligoéléments qui doivent être d'origine minérale. Or, dans les formes liquides, il n'y a que des sulfates. Et c'est le côté irritant des sulfates qui peut poser un problème chez le jeune, chez les ovins. C'est vraiment, on nous l'a signalé, donc on en a tenu compte. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout de remontée de ce type-là en prenant la précaution de diluer avec du lait, mais peut-être qu'on va vous proposer directement une forme plus adaptée chez les ovins.
Euh, en attendant d'autres questions, je continue. Vous avez la présentation, vous recevez tous la présentation Oui. sur les veaux de race allaitante. Donc, dans cette histoire de température de confort, qui est un incontournable dans toutes les espèces, on va être obligé, chez les bovins allaitants, d'aménager une partie dans les cases où se trouvent les mères et leurs produits, c'est-à-dire faire un plafond surbaissé, de façon à ce qu'on ait des espaces beaucoup plus restreints, parce que la plupart du temps, les bâtiments pour bovins sont des sortes de cathédrales très froides, où là, on a une température qui peut être de l'ordre de 0 à 5 degrés et qui n'est pas du tout conforme aux besoins du veau. Le veau qui doit s'adapter à 5 degrés, par exemple, va le faire en sécrétant beaucoup de cortisol au niveau de ses glandes surrénales. Ça va lui permettre d'activer son métabolisme, mais ce cortisol qu'il sécrète va paralyser son système immunitaire. Donc, il faut à tout prix éviter d'être dans une ambiance froide. Deux, ce que je veux signaler à tous, c'est que les vaches allaitantes ont une particularité, elles transcrivent immédiatement dans la composition de leur lait ce qui se passe au niveau de leur alimentation. Et une des pires choses, c'est l'amaigrissement de la vache pendant le premier mois de lactation, qui va mobiliser ses graisses pour pouvoir produire son lait et va donc offrir au veau des acides gras à longue chaîne qui sont issus de ces graisses de réserve et que le veau est incapable de digérer correctement. Donc attention, le veau est très sensible aux variations de la composition du lait des mères. Et puis, tout simplement, mettre le point sur l'idée que la taille des lots est importante. Il faut éviter d'aller au-delà d'une douzaine ou d'une quinzaine d'animaux par lot. Il faut éviter également d'avoir des lots hétérogènes avec des animaux dominants qui peuvent mettre la pagaille dans le lot. Deuxième point, c'est l'immunité. Et là, l'immunité, simplement pour signaler que Défimix, eh bien, on ne va pas pouvoir, comme on le fait comme ça avec autant de facilité en race laitière, en apporter toutes les semaines. On va se contenter d'une dose au deuxième jour de vie, puisque le premier jour sera employé à mettre en place la flore intestinale, 30 ml à J2. De plus en plus, les gens qui ont compris l'intérêt de Défimix renouvellent à J15, mais au-delà, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas des moyens de contention des veaux. Et un veau de 30 jours, ben, quand il est bien vigoureux, on en tient un, mais on n'en tient pas 15 de suite, quoi. Et donc, par contre, la nouvelle indication qui vient de sortir de l'usage, c'est de revenir avec Défimix dans les 2 ou 3 jours qui précèdent la mise au pré. C'est-à-dire qu'on va donner à ce moment-là 50 ml et on va éviter la fameuse injection de vitamine E sélénium. Et quelquefois, tous les jours, je dois me battre contre l'idée qu'on pense avoir bien fait en faisant vitamine E sélénium. Bien sûr qu'on a bien fait, c'est mieux que de n'avoir rien fait, mais c'est un tout petit bout du problème. Lorsque vous prenez Défimix, vous avez une multitude d'autres oligoéléments qui sont des protecteurs des cellules musculaires et vous avez en même temps les vitamines qui jouent dans le même sens. Donc, vous allez bien au-delà de vitamine E sélénium. Ne restons pas sur une connaissance juste, mais partielle, qui date de 1950, je le rappelle, quoi. Donc, il faut à ce moment-là évoluer un peu. Défiderme, bien sûr, pour la pose des boucles auriculaires. Et dans la partie symbiose, eh bien, on va faire avec ce qui existe. C'est-à-dire qu'on va jouer sur une implantation massive dès le premier jour, d'où l'idée de l'unique à 12, qui permet d'apporter en une seule fois 5 milliards de germes, et puis peut-être à renouveler au deuxième jour si vraiment on est dans un cas de forte pression du colibacille. Quand on parle colibacille, il faut toujours penser ambiance, humidité excessive par exemple, et donc essayer de corriger. Unique à dose à renouveler, c'est bien, mais correction d'ambiance, c'est mieux encore. Et puis défi transit, qui je trouve bien sa place pour la prévention des cryptos ou des coccidies, selon l'âge auquel on s'intéresse, et qui, à mon avis, pour par exemple la coccidiose, il vaut mieux, de mon point de vue, stimuler l'immunité anti-coccidie avec du défi transit plutôt que d'utiliser du Bécoxan, vous voyez, qui est plus à un effet curatif qui permet d'abaisser le niveau d'infestation, mais qui n'est pas une vraie réponse. Et puis, j'insiste beaucoup pour dire que l'espace qui est réservé aux veaux, ce fameux endroit qu'on a aménagé, où on a pris soin de faire un plafond surbaissé, doit être entretenu tous les jours avec une litière qui sera, elle, renouvelée, qui sera toujours sèche et qui permettra de diminuer l'infestation. Vous voyez, donc à chaque type d'élevage, on a une adaptation. Alors, Vaudelet sous la mer, je pense qu'on en a peu aujourd'hui à La Réunion, mais on a préparé un schéma très précis pour eux, puisqu'ils ont la chance de manipuler les veaux matin et soir dans ce cadre-là. Pour la chevrette, alors c'est très typique chez la chevrette.
Pour ce qui est de l'homéostasie, par exemple la température de confort, on distingue bien la partie maternité qui dure les 3 ou 4 premiers jours de vie, où on va faire un chauffage d'appoint, la plupart du temps avec des lampes à infrarouge, où on sera dans une ambiance plutôt confinée et où on va distribuer matin et soir du lait de la mère. Et puis on va passer ensuite dans un dispositif collectif qui est souvent une nurserie avec une température relativement élevée, entre 10 et 15 degrés, où on aura un élevage collectif. Là aussi, même remarque pour le lacto-remplaceur, attention à sa qualité. Là aussi, même remarque, attention aux modalités de distribution du lait. On a par exemple à être très au point sur la hauteur des tétines qui doivent monter au fur et à mesure que les cabris grandissent, dans un endroit qui soit de qualité pour ne pas avoir une litière qui soit souillée en permanence parce que les tétines goûtent et que le lait va entretenir un microbisme important et surtout des développements de coccidiosidine dans cette zone-là. Vous voyez, toutes ces choses-là seront à voir. Et puis, même remarque que pour les génisses laitières, le rôle de la fibre dans cette phase de transition entre lait concentré et donc fibre. Et puis là, j'ai insisté un peu tout à l'heure en vous faisant un clin d'œil. Attention, les chevrettes aiment beaucoup jouer. Pensez à les distraire en mettant à leur disposition des jeux. Pour ce qui est de la partie Défimix, je pense que Défimix, dans tous les cas, il est assez facile de le distribuer une fois par semaine. Alors, à voir avec l'éleveur la façon dont il distribue le lait ou la façon dont il distribue les concentrés. Il peut se mettre sur les concentrés, il peut se mettre dans le lait. À nous de nous adapter à chaque fois et aider l'éleveur pour que cette distribution soit régulière et ne soit pas chronophage. Défiderme, j'ai insisté beaucoup en disant obligatoire parce que je vois trop souvent des abcès auriculaires à la pose des boucles auriculaires. Et donc, faites attention, le cartilage de l'oreille est un tissu qui se draine mal et seules les huiles essentielles sont capables de prévenir ces complications microbiennes à la pose des boucles. Enfin, pour ce qui est de la symbiose, alors là, c'est un monde total. On a besoin de savoir comment le lait est distribué. On sait que dans les 4 premiers jours en maternité, ce sera du lait de la mère et je trouve que la forme Défiflore pulvée est bien adaptée. Elle permet de faire des apports matin et soir, voire un apport comme chez les agneaux dans la bouche dès le premier jour. En nurserie, on a besoin de savoir quel est le moyen de distribution. Est-ce qu'il s'agit d'une poudre de lait mise en contact avec une eau à une température élevée? Est-ce qu'il y a d'autres phases intermédiaires? Tout ça est à voir pour voir quelle est la forme la plus adaptée. Et si aucune forme liquide n'est possible, on aura toujours la possibilité de mettre du Défiflore en poudre et en libre service. Là aussi, j'insiste beaucoup sur la qualité du couchage qui, par son niveau de contamination ou plutôt d'humidité, va entretenir des germes pathogènes. Donc attention, litière toujours sèche. Et puis l'idée du Défitransit ou du Déficox en prévention des épisodes de coccidiose. Voilà, je suis à votre disposition pour d'autres. Voilà, je vous fais un clin d'œil. Je ne sais pas si on a des producteurs de brebis lait ici, mais il y a un schéma qui est prévu pour eux, avec tout ce que ça implique, puisqu'il y a une... Ah, peut-être, si, je peux faire ça pour Aline, qui, je Et crois, voilà, est dans la... exactement, il est arrivé en retard. Je déneige un peu. Alors, Gilles, j'ai une question, s'il te plaît, c'est Florent. Pardon? Gilles, c'est Florent, j'aurais une question, s'il te plaît, si tu m'entends. Oui, dis-moi. Tu parlais là comment ça s'appelle, de lampes chauffantes. Il y a souvent des problèmes de connexion à la Terre ou ce genre de choses avec ce type de lampe. Est-ce que tu as c'est un peu à côté du sujet d'aujourd'hui, je suis désolé. Est-ce que tu as des références, des endroits où on peut les acheter ou quelles sont les caractéristiques auxquelles il faut faire attention avec ce type de lampe? Florent, je suis content que tu sois là d'abord. Ensuite, je n'apporte pas tous les sujets parce que j'ai un temps très court. Je fais ça avec un sprint, là, j'en perds le souffle par moment. La chose à repérer systématiquement dans les lampes qu'on achète, c'est qu'elles aient bien 3 fils. Et donc, celles qui n'en ont que 2, eh bien, tout simplement, la mise à la terre n'est pas effectuée et elles sont extrêmement polluantes. Si je vous donne pour répondre jusqu'au bout à la question de Florent, quand on prend une lampe avec 3 fils, le champ électrique, c'est-à-dire la pluie d'électrons qui tombe sur le nouveau-né, peut se limiter à quelque chose comme 7 ou 8 volts par mètre.
Et quand je prends les lampes qui sont avec 2 fils, on monte jusqu'à 80 volts par mètre. C'est-à-dire que dès la naissance, vous mettez le jeune sous une pluie d'électrons qui vont avoir un effet polluant par rapport à tous les mécanismes physiologiques qu'il faut mettre en route. Et donc, oui, c'est vrai que c'est un peu contre-productif. Continue maintenant. Merci. Merci. Aline, on revient à Oui. ton cas. Une question, ouais. Bon, Défimix, je l'ai découvert, mais je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'avais lu enfin, donc, du coup, je ne l'ai pas mis à mes agneaux très jeunes. Je l'ai donné par contre au sevrage une première fois. Et ma question, je continue à le faire là, du coup, tous les mois, je remplace les huiles de poisson par le Défimix, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Et tu auras là donc 3 effets, au lieu d'en avoir un seul avec les huiles de poisson, qui seront réunis. Et le tout pour toi maintenant, la seule difficulté va être de trouver un système pour que tu n'aies pas trop de temps perdu Ah avec ouais, non, cette. pour moi, je ne perds pas de temps là. Tu sais, j'ai un petit élevage et j'ai la capacité de faire ça. Par contre, voilà, j'ai eu la peur de le faire à 2 jours. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Pardon? Ah, J'ai eu la peur de le faire à 2 jours. oui, oui. Mais tu as peut-être, en ne sachant pas bien comment ils allaient réagir, été prudente et c'est pas un crime d'être prudent. Tu sais que maintenant, tu peux très bien y aller en le diluant tout simplement dans du Ça, lait. voilà. Et après, une dernière question. Ouais, je le ferai, ouais. Mais je préférerais une solution toute faite. Et pour moi, c'est plus simple. Mais Défiflore, est-ce que je peux le donner? J'utilise sur mes agneaux, ça, je le fais, c'est bien, je le fais très bien régulièrement. Est-ce que je peux le donner aux brebis adultes? Ben, écoute, je pense que c'est pas nécessaire. Donc, j'essaye de vous pousser à faire un maximum de choses, mais quand c'est pas nécessaire, j'essaye aussi de vous faire des économies. Donc, Défiflore sur les brebis adultes, il y a tellement de germes au niveau du rumen des adultes que je crois qu'on n'a pas un outil qui soit bien adapté. Et D'accord. d'ailleurs, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont moins de scrupules que moi et qui conseillent plein d'apports chez les adultes ruminants, ce qui, à mon avis, n'est pas très judicieux, même dans la gestion des phénomènes d'acidose ruminale, les apports que l'on peut faire avec euh, ah, avec des Saccharomyces, bon, ça donne un petit coup de main, mais c'est quand même pas déterminant. C'est pas aussi efficace que d'apporter de la fibre. D'accord. Très bien. Merci. Bon, je crois qu'on va se quitter. La prochaine intervention que l'on fait, je crois qu'elle est prévue pour le 13 janvier, le deuxième mardi du mois. Et son thème, ce sont quelles sont les pathologies liées à la présence de l'hiver. Et vous allez voir que la diminution de la luminosité, l'abaissement de la température, l'humidité, le confinement des animaux, le fait qu'ils mangent aussi que des aliments fermentés ou conservés pendant cette période-là, aboutit à l'apparition d'un certain nombre de pathologies. Et j'essaierai de vous mettre en garde en disant, oui, pensez bien pendant l'hiver à faire un certain nombre de points, ne serait-ce que par exemple les apports en vitamines qui sont fondamentaux et qu'on a tendance un peu à oublier. Une dernière question pour la route? Non? Écoutez, merci à tous. Vous allez recevoir dans 48 heures le replay de mon intervention. Et puis peut-être que là, d'autres questions. J'ai eu des questions cette semaine qui sont arrivées justement suite à la première intervention parce que ça va un peu vite là. On a un temps qui est comprimé et il vous faut le temps peut-être d'analyser tout ce qui vous concerne, de le reprendre. N'hésitez pas à envoyer des mails sur ADV Solinature, je crois, pour pouvoir poser vos questions. Et puis, voilà, ce sera bien volontiers qu'on complétera l'apport qui a été fait aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Gilles. Au revoir à tous, merci. Au revoir.